Nous sommes très heureux de vous retrouver sur la panafricaine Medi 1. Soyez les bienvenus dans le Talk Afrique. En 2018, lors d'une visite de travail au Maroc, le ministre ivoirien en charge de la construction a signé avec son homologue marocain un mémorandum d'accord dans le domaine de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, de l'habitat et du développement humain. Une visite qui se situait dans la perspective de l'élaboration d'une nouvelle politique du logement en Côte d'Ivoire. Dans cette émission, nous verrons les solutions aux problèmes du logement en Côte d'Ivoire et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau deux invités en direct calibre, des sachants dans leurs différents domaines. Saïd Sawadogo est avec nous, bienvenue sur notre plateau. Merci bien. Vous êtes chef d'entreprise responsable de Estia SARL, avec vous nous parlerons des questions liées à l'immobilier en Côte d'Ivoire. Et rappelons que vous avez été meilleur prix dans plusieurs domaines. Nous citerons quelques-uns. Meilleur manager de l'innovation immobilière, prix décerné à Dubaï. On lui félicitations. Merci bien. Et par la même occasion, meilleur jeune manager du secteur immobilier, un prix fraîchement reçu en Côte d'Ivoire en 2023. C'est bien cela. Sur notre plateau également, Touré El Hassan. Il est docteur en histoire contemporaine, spécialiste de l'histoire des faits économiques et sociaux. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. Vous avez donc mené une étude sur la problématique du logement à Abidjan et cette étude se situe entre 1961 et 2012. Donc nous allons voir le regard de l'historien sur l'évolution de la question immobilière foncière en Côte d'Ivoire. Donc nous sachons sur un domaine dont nous allons débattre maintenant. Alors commençons par l'état des lieux. Quand on parle d'état des lieux au niveau de l'immobilier, au niveau des logements en Côte d'Ivoire, il y a 60 ans en arrière, et nous sommes en 2023, qu'est-ce qui a évolué et qu'est-ce qui se passe en ce moment en Côte d'Ivoire et certainement en Afrique de l'Ouest? Déjà, il faut savoir qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, on a un engouement vers le bien bâti, le bien foncier. Okay. Il y a 60 ans, sous la supervision de l'historien, l'Ivoirien était plus dans je consomme ce qu'on me donne. Okay. Et en 2023, on est plus dans je consomme ce que je veux. Donc, ça a changé également aussi, ça permet de pouvoir apporter une politique d'offre de logement un peu plus meilleure, si on veut se référer à ce terme-là. Il y a 60 ans, l'Ivoirien acceptait de vivre dans une F3, donc notez par là que c'est une 3 pièces. Et dans cette 3 pièces, le monsieur, il acceptait d'avoir seulement qu'une seule salle d'eau. On l'a vu avec plein de programmes lancés en Côte d'Ivoire et aussi dans la sous-région également. Et maintenant, en 2023, l'Ivoirien ne conçoit pas cela. L'Africain même de la sous-région ne conçoit plus cela. Que ce soit dans les grandes villes ou que ce soit même à l'intérieur des différents pays. Personne ne conçoit cela. Chacun veut avoir sa part d'intimité. Et ça a également un coût. Ça a également aussi besoin d'être pensé. Et c'est vraiment... c'est magnifique. Et nous verrons, est-ce que ce coût-là est accessible à la plus grande partie de la population? Les envies ont changé, les coûts ont grimpé. Alors vous qui êtes historien, qui avez effectué cette étude depuis le 61 à 2012, alors parlez-nous un peu du contexte en les années 60 et comment les choses ont évolué jusqu'à aujourd'hui. Bien, donc il faut dire que en 1960, nous étions fraîchement indépendants et il n'y avait pas vraiment de politique, c'est-à-dire du logement en Côte d'Ivoire à l'époque. Parce que pour le colonisateur, le logement, franchement, ça importait peu. Et donc c'est seulement après l'indépendance que le président Félix Houphouët-Boigny a décidé donc de transformer donc, non seulement le visage de la Côte d'Ivoire, mais également le quotidien de ses habitants. Okay. Et il y a une phrase qui est restée célèbre donc, de la part du père de la nation et qui a été prononcée en 1965 lors d'un congrès du PDCI où il disait que dans 10 ans, il n'y aura plus de taudis en Côte d'Ivoire. Et donc il s'est donné pour mission vraiment de mettre fin à tous les taudis. Et qu'est-ce qu'il entendait par taudis? C'était donc des logements qui existaient pendant la colonisation, notamment dans les quartiers africains, voilà, d'Adjamé et de Treichville notamment, parce qu'il y avait le quartier donc, du plateau qui était le quartier européen, voilà, et donc c'était donc un peu partout, à Grand Bassam, à Bingerville, donc il y avait des quartiers africains et des quartiers français.
Et donc, il fallait donc repenser un peu toute cette politique-là et toute cette vision. Et le chemin, enfin, donc il y a le chemin qui a été parcouru jusqu'en 80, où avec la crise, l'État a été obligé d'abandonner cette manière de voir les choses. Donc, il est vrai que beaucoup avait déjà été fait, mais il restait encore beaucoup à faire. Mais malheureusement, la crise a changé la donne. Et donc, désormais, c'est le secteur privé qui s'est donc chargé de la question du logement. Or, qui dit secteur privé dit capitalisme, dit recherche du profit. Et voilà, donc du coup, cela a un impact sur le logement en Côte d'Ivoire, depuis les années 80 jusqu'à nos jours. D'accord, on se rend compte que dans les grandes villes telles qu'Abidjan, les villes en Afrique subsaharienne, un peu partout, avoir un logement, un appartement décent, selon les critères que vous avez définis tout à l'heure, c'est un véritable parcours du combattant. Il faut dire simplement, il faut avoir beaucoup d'argent. Alors, comment est-ce que les populations vivent ce genre de situation aujourd'hui dans les villes telles qu'Abidjan? Bon, déjà, il faut savoir qu'Abidjan, c'est assez compliqué. En Côte d'Ivoire, on enregistre un déficit de logement qui est de plus de 400 000 logements. Donc, quand on a une grande ville comme Abidjan, le besoin de se loger devient vraiment une question cruciale, en fait. Comment est-ce que je me loge avec ce que j'ai comme moyen? Est-ce que je me mets dans une posture de quelqu'un qui veut accéder à la pleine propriété, ou je me mets dans la posture de quelqu'un qui veut juste se loger et puis se donner le temps de pouvoir accéder plus tard au niveau de la pleine propriété? Voilà un peu comment est-ce que les populations vivent un peu le besoin de logement en fait en Côte d'Ivoire. Et parfois il y a la question maintenant d'accessibilité, pas forcément en termes de coût, mais en termes de comment est-ce qu'on y arrive. Finalement, l'individu travaille dans tel endroit pour se loger. Quand il se rapproche de son lieu de travail, les coûts sont exorbitants. Il est obligé d'aller dans un fin fond, je ne sais où, et il a les problèmes finalement pour arriver au travail. C'est ce genre de situation que la population vit régulièrement. Alors dans votre étude, qu'est-ce que vous avez mis en exergue par rapport aux facteurs déclencheurs? Bien, donc l'étude a démontré que la crise des années 80 a beaucoup joué sur le pouvoir d'achat des populations, parce qu'on a eu beaucoup de licenciements, des fermetures d'entreprises, des fermetures de SO2, c'est-à-dire les sociétés d'État qui ont toutes fermé, pour la plupart, et même les structures privées, certains se sont délocalisés vers d'autres continents, et d'autres ont été donc obligés de licencier tous les travailleurs. Et cela est combiné au fait que la majeure partie de la population est analphabète. Donc, à l'époque, la population était pour la plupart des artisans, des hommes de métier, c'est-à-dire les commerçants, les transporteurs. Donc on avait une population dont le pouvoir d'achat était vraiment de plus en plus faible. Donc, forcément, les logements qu'on propose désormais sont assez modernes, et donc forcément ça coûte plus cher. Et la poche de ces personnes-là n'arrive pas vraiment à couvrir ces besoins-là. Donc d'où tous ces problèmes-là que nous avons aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une réglementation dans la fixation des coûts? On se rend compte que dans le même quartier, peut-être approximativement les mêmes commodités, mais les coûts sont différents, les populations parfois s'en plaignent. C'est-à-dire que vous êtes dans un quartier, parfois vous louez une maison à tel prix, si le quartier se développe un peu, vous vous rendez compte que votre maison va augmenter. Alors, est-ce qu'il y a une réglementation, c'est vous qui êtes dans le secteur et qui avait été primé, qui connaissait mieux ce secteur? Comment est-ce que les prix, on les fixe? En fait, il faut savoir que les prix au niveau de tout ce qui est logement, d'habitation, dépendent plus de plusieurs facteurs, notamment les commodités, l'emplacement du bien, et également aussi le temps qu'a pris le propriétaire pour pouvoir exécuter son bien. Ouais. Parce que l'historien conviendra avec moi qu'il y a 40 ans, si je ne me trompe, la tonne de ciment en Côte d'Ivoire coûtait 16 000.
Dans les années 2010 à 2012, on était à 80 000 environ, 80 000, 85 000. Et là, maintenant, on est dans certains endroits, on est à 100 000, 110 000 la tonne. Donc, vous vous rendrez compte qu'un propriétaire qui a commencé sa construction il y a 15 ans et un propriétaire qui a commencé sa construction il y a 5 ans n'ont pas les mêmes réalités. Absolument. Donc, ils vont certes apporter des commodités qui sont presque identiques dans la même zone, mais en même temps, ils n'ont pas eu la même facilité d'accès non seulement au foncier, parce qu'un bien immobilier, il est bâti sur un foncier. Donc, le foncier aussi a un coût. Il y a le coût d'il y a 5 ans et il y a le coût d'aujourd'hui. Donc, tout cela va jouer sur le coût si vous voulez, de revient en fait du bâtiment. Et vu que c'est un logement, enfin c'est un bâtiment qui est mis à usage d'habitation et également aussi à usage lucratif, on va également jouer sur ce coût-là. Donc vous pourrez avoir un voisin qui a un immeuble qui lui a coûté à la construction 200 millions, je dis n'importe quoi, et un autre qui, déjà même le coût du terrain qui est juste à côté qu'il a acquis, lui a valu environ 200 millions. Et on doit aller sur la base de ce que c'est un investisseur. Donc, il investit son argent tout en recherchant un profit. Donc, si mon coût de revient me revient à 400 millions ou à 500 millions pendant que l'autre il est à 200 millions, je ne peux pas proposer les mêmes appartements au même coût. Est-ce que vous êtes en train de justifier aussi certains opérateurs immobiliers qui fixent une maison à 37 millions, une 4 pièces, et puis deux ans après, pour certains acquéreurs, ils viennent, ça monte à 42 millions, par exemple? Bon, je ne dirais pas que je justifie, mais ça se comprend. Ça se comprend pourquoi? Parce que les réalités changent. Un programme immobilier ne se fait pas sur 1 an. Un programme immobilier ne se fait pas sur en général 2 ans. En général, c'est 36 mois. Donc, en 36 mois, il y a plein de facteurs qui rentrent en ligne de compte. On a eu, il y a, je crois, 7 ans, une pénurie de ciment. Pourtant, quand vous avez des usagers qui vous disent j'ai signé pour un bien qui doit me revenir dans 36 mois, c'est que j'attends de déménager dans cette maison-là dans 36 mois. Bien sûr. Donc, quand vous avez une pénurie de ciment, cela va de soi que la tonne que vous avez prévue initialement va passer d'un montant X vers un montant Z, disons, qui va avoir une certaine croissance. Vous ne pouvez pas respecter vos engagements. Sinon, techniquement, vous allez fermer. Parce que si pour une maison qui vous a coûté 30 millions et que vous espérez vendre à 33 millions, elle vous coûte maintenant 40 millions, c'est clair que voilà, ça va monter également aussi. Et en même temps, bon, on se dit aussi que le niveau de développement de l'agglomération a aussi eu une forte attractivité. Voilà. Donc, on va prendre un quartier que tout le monde connaît bien au niveau d'Abidjan, on va prendre le Chou-Dangré, le quartier Bessikwa. Il y a 15 ans, à Bessikwa, on avait des terrains à 1 million là-bas. Ouais. Quelquefois même des terrains à 500 000. Il y a 15 ans. Aujourd'hui, le mètre carré là-bas se négocie dans l'ordre de 300 400 000. Parce que vous avez des 500 mètres carrés avec un ACD, bon, je précise, qui vous reviennent à 100 millions. Donc, vous voyez en fait que pour quelqu'un qui a fait son acquisition il y a 15 ans, il est plus à l'aise de fixer un coût qui est quand même raisonnable. Mais pour quelqu'un qui a fait son acquisition maintenant, le coût, cela va se dire que ça va avoir un impact sur le coût du logement qui sera mis à disposition de l'usager. D'accord, rentrons dans les propositions de solutions. Est-ce que les personnes qui sont confrontées à toutes ces réalités doivent aller dans les agglomérations, doivent aller certainement dans la périphérie, dans les zones, dans les banlieues, ou est-ce que la question aussi des logements sociaux est une solution? Oui, alors la question des logements sociaux... Ça fait sourire. Oui, ça fait sourire. On va en parler donc. Oui, parce que c'est une question, vraiment, c'est un casse-tête pour les différents gouvernements, aussi bien ici en Afrique qu'ailleurs, hein, même en France, les logements sociaux, ça pose vraiment problème. Okay. Voilà. Parce que quand on dit un logement social, donc, déjà il faut comprendre que c'est un bâtiment donc, qui est réalisé soit par l'État ou bien avec l'aide de l'État, par des particuliers et destiné à des ménages à faible revenu. Mais qu'est-ce qu'un ménage à faible revenu? Bon, très souvent on ne le sait pas trop. Parce que en Côte d'Ivoire ici, ce sont les fonctionnaires donc, le plus souvent qui sont visés par cette politique-là de logement social depuis les indépendances.
Mais ça avait marché un peu, bon, parce qu'il y avait plusieurs mécanismes, notamment le mécanisme de financement, avec des structures créées par l'État, l'OSHE, la BNEC, donc, et j'en passe, donc, qui finançaient quasiment ces logements sociaux. Mais avec la crise et les injonctions du FMI et de la Banque mondiale, donc l'État a été obligé de se retirer du secteur. C'est vrai qu'il existe d'autres mécanismes comme le CTU, comme le CDMH, voilà, donc, qui ont été mis en place en 84 et en 87, mais ça ne marche pas vraiment parce que le taux de bancarisation il est faible. Alors si quelqu'un investit, alors, par exemple l'allocation-vente, comment fait-il pour recouvrer son investissement? Donc là, il y a vraiment un problème. Alors donc, comme solution, peut-être qu'il faudrait donc revenir au passé, mais ce serait vraiment... Les réalités du passé ne sont plus les mêmes aussi. Voilà, ce serait compliqué. Donc peut-être qu'il va falloir continuer avec ce qui a été mis en place par l'État déjà en 83 avec les indemnités. Voilà, mais il faut peut-être les augmenter. Il y a ce qu'on appelle les indemnités contributives au logement, donc, qui varient de 30 000 à 100 000 donc, pour la plupart des fonctionnaires, donc, aussi bien les hommes en armes que les autres, c'est-à-dire médecins, enseignants, voilà, et tout. Donc ça, c'est une première solution. Bon, maintenant, l'autre, c'est peut-être de subventionner, c'est-à-dire mettre en place un partenariat public-privé, mais très fort, avec l'État qui quand même finance voilà, tout un petit peu, pour que le citoyen puisse en tout cas bénéficier de ces logements-là. D'accord. La question des logements sociaux, c'est une très bonne idée et tout le monde dira, personne ne dira le contraire, sauf qu'il y a beaucoup de difficultés à ce niveau. Il y a eu une année en Côte d'Ivoire où les gens ont souscrit à cela et puis finalement on n'a pas eu de suite, il y a eu beaucoup de mésententes, il y a eu même des opérations où il y a eu des remboursements. Qu'est-ce qui ne va pas dans cette affaire? En fait, il faut savoir qu'il y a plusieurs problèmes en fait dans ce secteur-là. Déjà, il y a le foncier. Le foncier à Abidjan, c'est vraiment un casse-tête. Ouais. Que ce soit pour l'usager lambda ou que ce soit pour l'opérateur enfin, d'aménagement ou que ce soit aussi également pour le promoteur immobilier. Si on réussit à résoudre le problème du foncier, si l'État met à disposition des terres sécurisées au niveau des aménageurs ou au niveau même des promoteurs, on pourra proposer des logements sociaux. Parce qu'on aurait un bon coût qui va vraiment quitter dans ce qui est du coût de réalisation. Au-delà de cela, on a aussi le facteur de l'aménagement même, proprement dit, du site. On a les VRD qui coûtent enfin, super cher dans une promotion immobilière. Et pour les programmes de logement qui sont déjà passés, l'État avait promis de faire ces VRD-là. Donc, les promoteurs sont partis sur la base de ce que nous, on va proposer, enfin, tout ce qui est construction, et l'État va proposer tout ce qui est VRD, vu que ça nous diminue en fait la tâche. Et dans ce cas-là, on peut proposer des logements de 2 pièces ou des logements de 3 pièces à des coûts inférieurs parfois même à 20 millions. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'au bout de 5 ans, depuis 2011-2012, au bout de 5 ans, ouais, l'État n'a toujours pas livré les VRD dans certains endroits. Donc, je reviens encore à ce que je disais tout à l'heure. L'usager exigeant, il a payé pour un logement qui devait être livré au bout de 36 mois. Cela fait maintenant 5 ans qu'il n'a toujours pas accès à son logement. L'opérateur également, au bout de ces 36 mois, il a fini également la réalisation de tout ce qui est construction. Mais il n'y a pas de VRD. Il n'y a pas d'égout. Qu'est-ce que l'opérateur fait? Il revient encore maintenant à la charge de l'opérateur pour pouvoir se débarrasser en fait, de cet épineux problème, de proposer des fosses septiques ou des solutions en fait, qui soient de rechange. Alors que ce n'était pas l'opérateur qui l'exécutait. C'était pas à lui à l'origine de le faire et ça devient encore plus coûteux pour lui. Donc la maison qui était initialement prévue pour 20 millions, on va revenir à ce que vous disiez, ouais, va passer à 25 millions parce qu'il y a des coûts additionnels qui n'étaient pas prévus.
Mais cet argent-là, il faut bien que quelqu'un paye. Et à partir du moment aussi où l'environnement de la psychologie de l'acquéreur en Côte d'Ivoire, c'est que le monsieur, il veut revenir au système qu'on a toujours connu. C'est qu'une bonne maison, c'est un agencement de briques, d'aglo en fait, de briques. Il y a plusieurs façons de construire une maison. On peut avoir des maisons qui sont en bois, qui sont bien, mais qui ne coûtent pas aussi cher que ça. On peut avoir des maisons qui sont en terre cuite. On peut avoir des maisons qui sont en géobéton. Ça coûte généralement 10 à 15% moins cher. Est-ce qu'on a expérimenté tout ça? C'est expérimenté, il y a des programmes qui ont été lancés, il y a des particuliers qui l'ont fait. Mais dans la psychologie même du consommateur ivoirien, c'est qu'une maison qui est préfabriquée, une maison en bois, durable. Préfabriquée, c'est pas durable, en bois, c'est pour les pauvres, en terre cuite, c'est qu'il est au village, en géobéton, c'est que bon, il ne peut pas se retrouver à Abidjan, et puis en même temps dormir dans une maison qu'on a pour habitude de voir au niveau du village. Donc ça pose vraiment problème. Là, il y a la psychologie de l'acquéreur qui rentre en ligne de compte. À quel niveau, avec l'exemple que vous avez pris, à quel niveau ils ont tort de penser cela? Je vous donne un exemple simple. Combien d'Ivoiriens savent que la basilique, c'est en fait du préfabriqué? Ah, je vois votre visage, donc je suppose que vous ne le saviez même pas. On n'a pas de marbre en Côte d'Ivoire, donc ça vient forcément de quelque part. Voilà. Donc, qui dit préfabriqué ne dit pas forcément mauvais. La plupart des pays qui ont réussi à résorber ce déficit en logement sont partis sur la base du préfabriqué. Ça prend moins de temps la construction. Et également aussi, c'est bon. C'est à l'usine, en fait, il y a des pièces qui sont déjà préfabriquées au niveau de l'usine et qu'on vient juste agencer. Ça prend moins de temps en construction, ça coûte moins cher parce qu'on diminue aussi le nombre de techniciens ou d'ouvriers sur le même bien. Donc ça revient encore moins cher. Et en allant sur cette base-là, on pourra résorber au moins une partie du logement. Et la question du bois? La question du bois, on est dans un pays où à la forêt on a du bois. Donc rien ne nous empêche de proposer aussi des maisons en bois. Ça se fait dans tous les pays, que ce soit aux États-Unis ou que ce soit en France, il y a des gens qui habitent dans des maisons en bois. Et les chalets coûtent cher. Mais les chalets, c'est pas en briques. C'est du bois. Donc oui, il y a la proposition. On a de brillants architectes qui proposent ce genre de choses. Même dans le géobéton et tout ça. C'est proposé. Mais la psychologie, je reviens toujours. L'Ivoirien trouve que c'est réducteur d'habiter dans une maison en géobéton. Pourtant, c'est ergonomique. Quand tu es dans une maison en géobéton, tu n'as pas de souci de chaleur. La température est toujours régulée. S'il fait chaud dehors, il faut bon vent dans la maison. S'il fait froid dehors, on a une bonne température dans la maison. Et ça, c'est déjà bon. Ça fait déjà qu'on a déjà du matériel qui est déjà là. Le matériel existe, les matériaux existent. Donc on peut produire en masse. Mais l'Ivoirien ne veut pas ça. L'Ivoirien veut sa conception de toujours, je veux mes briques, et je veux ma construction comme telle. Mais ça prend du temps. Parlons aussi un peu des locations. Nous sommes en train d'aller vers la fin de l'émission. Nous sommes à moins de 3 minutes de la fin de l'émission. Les locations-ventes. Ça a été certainement une très bonne expérience. Beaucoup de personnes réclament les locations-ventes qui leur permettront certainement à un certain terme de pouvoir être propriétaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, la location-vente, est-ce que c'est encore possible? En tout cas, je ne crois pas. Je sais que récemment, le ministère de la Construction certainement est en train d'y réfléchir. Je ne sais pas si... Oui, bon, depuis 2012, quand la Sikoji a repris, n'est-ce pas, les cités, Ado voilà, et autres, bon, déjà même on avait évoqué cette question là-bas, mais ce n'est pas possible parce que pour la Sogefia, on a vu ce que ça donnait plus tard. Voilà, certains même jusqu'à présent n'ont pas pu solder. Voilà, donc on ne peut pas prendre ce risque-là de donner des logements à des personnes sur la base de la location-vente. Donc certainement qu'il va falloir donc, plus réfléchir sur les financements, sur le foncier, voilà, et aussi sur les matériaux, voilà, de construction beaucoup moins cher. Voilà. D'accord, on entend parfois le slogan. Béton, il a dit. Oui, d'accord, on entend souvent le slogan un citoyen, une maison. Vous y croyez? Personnellement, non. Pourquoi? Parce qu'en fait, tant qu'on n'a pas résolu les questions du foncier, on ne peut pas avoir
facilement une maison. Parce que ce soit en acquisition sur fonds propres ou par une acquisition via une entreprise, on revient toujours sur la question du foncier. Oui. Le foncier n'est pas résolu, on n'aura pas de maison. Et aussi, pour revenir au cas de la location-vente. La location-vente, franchement, je suis assez dubitatif là-dessus, parce que c'est un peu compliqué. Vous ne pouvez pas demander à un particulier de construire une maison où il est parti rechercher un financement, où il paye des intérêts sur peut-être 5 ans, de venir vous construire une maison et de vous la faire louer et vous allez l'acheter au final sur 20 ans. C'est pas possible. Comment il rentre dans cette... Comment je rentre dans mes fonds et comment également aussi je fais pour supporter mes charges du quotidien et tout ça. Entre-temps, l'État n'est pas prêt à... Entre-temps, l'État aussi n'est pas prêt à s'y mettre. Si l'État pouvait fournir un logement sécurisé, un foncier sécurisé, on avait la possibilité de faire certaines choses. Pour la construction d'un logement, il faut partir sur 30 à 35% rien que pour le foncier. Donc si moi j'ai déjà 30% de mon coût de production qui est déjà amorti par l'État, rien ne m'empêche de pouvoir proposer cela. Et puis aussi, le locataire qui rentre. Là, l'historien nous disait qu'en fait, il y a 40, 50 ans, on avait des cas de location-vente. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, certains n'ont pas soldé. Vous pensez qu'en fait, un particulier voudra mettre son argent et puis attendre 50 ans pour revenir là-dessus? Mais on a certainement la réponse tout de suite, mais nous sommes à la fin de cette émission. Saïd Sawadogo, on a eu du plaisir à échanger avec vous. Nous rappelons que vous êtes le chef d'entreprise, responsable de Estia SARL. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci. Merci également à Touré El Hassan, docteur en histoire contemporaine, spécialiste de l'histoire des faits économiques et sociaux. Merci pour votre contribution. C'est moi. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Excellente suite de nos programmes sur Medi 1 TV Afrique.